Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire du fil rouge Mission laïque française qui est consacré au plurilinguisme. Donc nous sommes là, Véronique Bouteille, responsable de la formation, et Marie Soulier, ingénieure pédagogique, pour le département du développement professionnel à la Mission laïque française. Et nous avons confié ce fil rouge à Isabelle Ducos-Philippi, enseignante spécialisée EBEP, qui est bien connue de nos réseaux, étant donné qu'elle a beaucoup œuvré à la formation continue de nos personnels en matière d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, je cède la parole à Isabelle pour vous présenter l'intervenante du jour. Voilà. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vois dans la liste des participants de très nombreux collègues déjà connus. J'ai une pensée particulière ce soir pour tous les collègues et amis qui se trouvent notamment au Liban dans les conditions difficiles que nous connaissons. Donc vraiment très heureuse de vous retrouver. Je suis également très heureuse de vous informer donc du démarrage du fil rouge que la mission laïque française m'a confié. Le plurilinguisme, quel défi à l'école pour enseigner et pour apprendre. Donc ce fil rouge se présente sous la forme d'une série de 5 webinaires qui seront perlés tout au long de l'année scolaire. Et pour ces webinaires, j'ai réuni des expertes avec lesquelles vous allez faire connaissance pour aborder et questionner les différentes facettes de ce sujet complexe qui traverse votre contexte scolaire. Euh, J'avais envie, comme objectif premier, d'identifier le plurilinguisme comme un atout pour l'apprentissage. Mais cet atout ne va pas de soi et il est besoin pour les enseignants qui sont confrontés sur le terrain tous les jours à des élèves plurilingues. Il est besoin d'un éclairage sur le comment faire du plurilinguisme une chance pour la classe, pour vous, pour les élèves, comment prendre en compte les langues maternelles. Comment faire du lien entre la langue parlée à la maison et la langue de scolarisation? Comment travailler avec la diversité linguistique et culturelle présente au sein de la classe? Quelles activités à mettre en œuvre? Donc, cette série de webinaires va explorer euh, toutes ces questions. Alors, ce soir, nous avons la très grande chance de recevoir Madame Christiane Montandon, qui est professeure émérite en sciences de l'éducation, spécialiste du plurilinguisme. Madame Montandon nous fait l'honneur et l'amitié d'ouvrir ce fil rouge et je vais maintenant lui laisser la parole pour se présenter et présenter le sujet de son webinaire. Encore bon webinaire à tous et à très bientôt. Madame Montando, vous pouvez prendre la parole. Eh bien, merci beaucoup pour m'accueillir donc dans ce webinaire et dans le cadre de la mission laïque. Euh, je, L'intitulé de ma communication, j'espère que vous la voyez sur l'écran, c'est donc enjeu d'un environnement plurilingue, quelle modification dans son rapport à la langue maternelle. Euh, pour commencer, il me semble important de préciser d'où je parle. En effet, je participe depuis 3 ans, depuis 2, 3 ans maintenant, à un projet de recherche-action franco-allemande qui s'intitule Apprendre la langue de l'autre, vivre ensemble, quels défis pour les enfants et les adolescents en situation de migration en France et en Allemagne, quel relais institutionnel. Dans cette recherche, nous sommes 6 chercheuses françaises, 5 chercheuses allemandes
et une trentaine d'enseignantes françaises, allemandes, soit en primaire, soit en collège, soit en lycée, spécifiquement en UPE2A, c'est-à-dire unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés, et en Willkommenklassen, c'est-à-dire l'équivalent allemand euh, euh, dans les Grundschule, Gymnasium et lycée. Voilà, donc ça c'est important de comprendre mon insertion et cette participation en tant que chercheuse dans ces lieux m'a fait rencontrer justement un certain nombre d'élèves, un certain nombre d'enseignants qui ont à voir avec le plurilinguisme. Ce qui est important aussi dans cette participation, c'est que j'ai, depuis 2, 3 ans, réuni un certain nombre de données au niveau grâce à une observation participante dans les classes, également grâce à des entretiens, de nombreux entretiens avec les enseignants, mais aussi avec des entretiens de groupe avec les différents élèves, que ce soit en français ou en allemand. Ce statut, avant d'entrer, pardon, là je ne comprends pas pourquoi c'est sorti là. Le statut spécifique de l'UPE2A m'apparaît comme, du point de vue pédagogique, comme un statut privilégié dans la mesure où il n'y a pas de curriculum imposé, si ce n'est apprendre la langue française, et donc les modalités pédagogiques sont très ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a une grande place à la pédagogie de projet, une grande place à la pédagogie actionnelle, c'est-à-dire où peuvent, on peut faire appel à des projets de théâtre, des projets artistiques. Et cette liberté donne lieu à des initiatives qui mettent en évidence combien l'entrée dans la langue est tributaire également du contexte culturel et institutionnel et de l'importance des apprentissages informels, c'est-à-dire de ce qui se joue entre les élèves dans la cour, dans les moments d'interclasse, etc. D'autre part, j'aimerais m'approfondir sur cette notion de rapport à la langue. Ce qui est en jeu dans ce rapport à la langue, que ce soit le rapport à la langue maternelle ou à la langue de l'autre, c'est l'ensemble des images, des représentations que les élèves, d'un côté, les enseignants, se font soit du pays de la langue d'accueil, soit du pays soit de leur langue maternelle, tant du côté des élèves que du côté des enseignants. Donc, s'appuyer sur cette dimension inconsciente, c'est-à-dire une dimension imaginaire, permet aux élèves et aux enseignants de co-construire au fur et à mesure des interactions et de nouveaux rapports tant à la langue maternelle qu'à la langue du pays d'accueil, en particulier ce que j'appelle ces dimensions inconscientes ou imaginaires impliquent souvent des valorisations implicites, soit d'une langue, soit d'une autre, et des dévalorisations aussi implicites. Et ces hiérarchisations implicites des langues sont souvent inconscientes, où on met, disons, très longtemps, parfois, à prendre du recul et un recul réflexif pour mieux comprendre ce qui est en jeu dans ceci. Ceci montre l'importance de la dimension culturelle dans l'apprentissage d'une langue, son ancrage dans un contexte historique et dans des dimensions spatio-temporelles,
qui incite les enseignants que j'ai observés à sortir de l'établissement, par exemple, pour faire visiter aux élèves ce qui est extérieur à l'établissement. C'est-à-dire, dans la mesure où le langage a aussi une dimension culturelle, ce n'est pas simplement à l'intérieur de l'établissement scolaire, mais dehors, qu'il faut accompagner les élèves dans des lieux symboliques. Alors, ces lieux symboliques, par exemple, à Paris, les enseignants vont, pour mieux comprendre l'esprit d'une langue, faire visiter la Comédie Française, j'ai accompagné des élèves là-dedans, faire visiter l'ancienne bibliothèque Richelieu, les aider à comprendre ce que c'est que le plan du métro, leur faire visiter des expositions, leur faire aller au théâtre, par exemple. En ce moment, je connais une enseignante en collège qui a un projet de marionnette et qui va inviter leurs élèves au théâtre Mouffetard pour un théâtre de marionnettes. Donc, si la langue apparaît comme lieu d'accueil de l'imaginaire et de la culture, apprendre une langue autre que sa langue maternelle, c'est faire l'expérience d'une altérité qui peut soit satisfaire un désir de l'autre, une expérience de dépaysement, un désir d'étrangeté, soit au contraire susciter désarroi, déstabilisation, sentiment d'indignation et même conflit de loyauté. Mais c'est aussi, à travers ces sentiments, une manière d'interroger son propre rapport à la langue maternelle en tant qu'enseignant, en pouvant peut-être la percevoir comme langue étrangère. Dans une perspective à la fois psycholinguistique et en psychologie sociale clinique, qui est ma formation, parler de cet imaginaire de la langue qui véhicule des dimensions inconscientes, c'est poser la langue comme réceptacle des éprouvés, conscients et inconscients. Et ici, je m'appuie sur un écrivain, Rouchy, qui dit qu'il y a non seulement des éprouvés conscients et inconscients, non seulement de l'histoire familiale, mais de celle du groupe social et de la culture dans laquelle celle-ci, la parole, est insérée. Ces éprouvés, déposés lors de l'éveil à la langue d'origine, à la langue première, Rouchy les appelle des incorpora, traces des interactions langagières et non langagières, quelque chose de diffus, de non conscient, halo qui entoure sa propre langue, sa langue d'origine. Traces affectives déposées lors de ces rencontres avec la langue maternelle, d'où je dirais qu'il y a deux grandes manières d'appréhender les interactions langagières, soit comme des mécanismes syntaxiques, comme des processus rationnels, avec en jeu des compétences métalinguistiques, dans une démarche réflexive, soit au contraire, d'appréhender dans ces interactions langagières des processus psychiques inconscients, des mouvements imaginaires à forte connotation émotionnelle et affective. Donc, après cette introduction, je vous propose mon plan. Grand 1, je parlerai des usages métaphoriques de la langue. En 2, je parlerai de l'expérience transitionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre avec la langue de l'autre? De quelle transition s'agit-il? Transition au pluriel. Et en conclusion, un certain nombre de remarques générales. Alors, grand 1, les usages métaphoriques de la langue. C'est-à-dire comment, en parlant du rapport à la langue, on utilise des métaphores. Alors d'abord, sur ce problème de métaphore, je me réfère à Ernst Cassirer, qui, dans l'Essai sur l'homme, voit dans le pouvoir métaphorique du langage
à la fois une source d'ambiguïté et une ouverture vers l'imaginaire. Je cite, le langage est par nature et par essence métaphorique. Incapable de décrire les choses directement, il a recours au mode indirect de description, aux termes ambigus et équivoques. Le recours aux métaphores, fin de citation, le recours aux métaphores trahit ce qui ne peut s'énoncer directement et témoigne aussi d'un impensé qui s'origine dans les émois corporels, résurgence inconsciente, signe de quelque chose qui ne veut pas encore se dire, de non-dit immature. Je renvoie également là à ce que Paul Ricoeur, se référant au cours de rhétorique de Nietzsche, souligne ce caractère originaire du langage. Voilà ce qu'il dit dans Soi-même comme un autre, page 23. Les tropes, métaphores, synecdoques, métonymie, ne constituent pas des ornements surajoutés à un discours de droit littéral non figuratif, mais sont inhérents au fonctionnement le plus primitif du langage. Alors, désormais, voyons quelles sont les métaphores qui sont convoquées pour parler de la langue. Alors d'abord, on dit, dans quelqu'un qui parle, il habite sa langue. Ou un enfant ou un élève qui s'empare de la langue du pays d'accueil. Ou être en immersion. On dit des élèves du pays des arts qu'on les met en immersion ou qui se plongent dans une langue. Ou dans un entretien avec un enseignant qui a fait un séjour en Espagne, elle dit se jeter à l'eau, sortir de sa zone de confort. Donc tout ça, ce sont des images qui accompagnent une entrée dans la langue, qu'elle soit entrée dans la langue d'origine maternelle, c'est-à-dire le bain sonore qui plonge l'enfance, c'est-à-dire dans la langue maternelle, soit l'immersion qui est ce bain sonore qui plonge l'étranger, l'élève migrant, dans une langue du pays d'accueil et qui fait écho donc à cette immersion lors de l'entrée dans l'école. Ces diverses métaphores témoignent des rapports différents et à sa langue maternelle et à sa langue du pays d'accueil. D'un côté, j'y vois l'ancrage archaïque dans une langue première, un ancrage symbiotique, la langue étant à la fois cette dimension de notre rapport au monde, et elle est en même temps vécue comme immédiateté en tant que langue maternelle, quelle qu'elle soit, renvoyant à un vécu inconscient. Mais grâce au langage, rapidement, l'enfant n'est plus passif, mais accède à une maîtrise de la situation. Je me réfère à la célèbre analyse de Freud dans Au-delà du principe de plaisir. Freud voit son petit-fils jouer à la bobine. C'est-à-dire, il est dans son berceau, sa mère vient de partir, il se sent dépendant de cette situation et refusant cette dépendance, il veut maîtriser la situation et donc joue avec une file au bout d'une bobine et il lance la bobine forte et il retire la bobine d'A. Et donc, il y a une jubilation de ce petit-fils qui, par ses mots, accompagne le lancer de la bobine et sa récupération et arrive par là à surmonter l'absence de sa mère. Il ne subit plus la situation, il la maîtrise grâce au langage et en jouant avec les mots. C'est cette dimension ludique
qui me semble importante dans une appropriation par rapport à la langue, qu'elle soit maternelle ou autre. Je vais donc passer par un certain nombre d'exemples pour illustrer au fur et à mesure les différentes facettes de ce rapport à la langue, de ces rapports affectifs, émotionnels, imaginaires. Par exemple, un autre exemple de cet ancrage archaïque dans la langue maternelle m'a été donné par le refus de cette élève en UPE2A, qui est une élève moldave de 17 ans en lycée professionnel. Elle refuse d'utiliser le français comme langue poétique. Son enseignante du P2A la sollicite et lui demande si jamais elle veut essayer d'écrire des poèmes en français. Elle répond non, jamais, non. Lors de sa présentation aux autres élèves de sa classe, elle témoigne de son incapacité à désormais écrire des poèmes en français. Non, jamais. Lors de la présentation aux autres élèves de sa classe, elle dit avoir écrit des poèmes en moldave. J'écris des poèmes quand j'avais de la... Elle dit j'écris, en fait, j'écrivais des poèmes quand j'avais de l'inspiration. Son enseignante lui dit, est-ce qu'il t'arrive maintenant d'avoir de l'inspiration? Non. C'est-à-dire la coupure, le fait qu'elle est coupée du socle qu'il a maintenu dans son rapport à la langue maternelle, fait que ce passage à une langue autre est vécu comme rupture, une coupure avec quelque chose d'archaïque qui l'empêche de retrouver ce lien avec la poésie. Un autre exemple que je tire d'une analyse d'une psychologue franco-turque qui s'appelle Sadouman Kadi, elle rend compte d'une réaction lors d'un groupe de parole exclusivement féminin avec des femmes turques. Elle demande de réfléchir à leur propre rapport à la langue turque. Elle pose une question en langue turque. Elle dit, alors pourquoi portez-vous le voile? Et la femme turque découvre que cette même question, si elle avait été posée en français, n'est pas reçue de la même manière. C'est-à-dire une question posée dans une langue maternelle et la même question posée dans la langue étrangère n'est pas du tout à des échos, des résonances affectives totalement différentes. Et donc, la psychologue qui a posé cette question en turc, surprise par ma question, la femme turque interrogée me répond bizarrement, quand c'est vous qui posez cette question, cela ne me fait pas pareil. Donc on voit combien les mots sont chargés d'ambivalence, de résonance affective ou historique. Alors je vais parler de un exemple de ma propre expérience. C'était il y a une vingtaine d'années. J'animais un groupe franco-allemand et j'avais voulu introduire un jeu de rôle. Il s'agissait d'une vingtaine d'enseignants à la fois français et allemand et de deux chercheurs français, deux chercheurs allemands. Et pour présenter comment on jouait, comment on entre dans ces jeux de rôle, j'emploie le terme consigne. Et alors là, c'est un tollé général, enfin un tollé de mes chercheurs allemands qui trouvent que ce mot consigne a des résonances fascistes, totalitaristes, comme si j'imposais quelque chose, alors que en français, le mot consigne, c'est simplement, on donne un cadre sécurisant, hein, et on observe un certain nombre d'étapes qu'il faut introduire pour rentrer dans le jeu. Donc, et j'ai été excessivement étonnée sur cette réaction excessivement importante devant ce mot consigne. Donc, à travers tous ces exemples,
cette confrontation de sa propre langue maternelle à d'autres langues dévoile, on le voit, à la fois l'impact affectif, émotionnel de la relation à sa langue d'origine, mais aussi fait découvrir, et ça c'est intéressant, des compétences métalinguistiques, c'est-à-dire permet de, en passant par la langue de l'autre, permet de réfléchir aussi sur sa propre langue et permet de mieux comprendre sa propre langue. Je me référais ici à une citation de Goethe dans Maximen und Reflexionen. Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen, c'est-à-dire celui qui ne parle pas de langue étrangère ne comprend rien à sa propre langue. Ceci également est repris par Vygotsky dans son célèbre livre Pensée et langage. Alors, je vais parler aussi, mais très rapidement, parce que je ne veux pas, du côté littéraire. Je suis, par exemple, j'aime beaucoup Beckett, et ce qui m'intéresse dans Samuel Beckett, c'est son refus de l'anglais. Il a, et il est passé, il a quitté le poste qu'il avait à Dublin. Il est allé faire un voyage en Allemagne chez son oncle et puis il est revenu en France et il n'a pu jamais écrire que des pièces de théâtre en français. Donc là, il y a un refus, un rejet, euh, à la fois sans doute très conscient aussi, de sa langue maternelle et une appropriation, un investissement d'une langue autre. Inversement, si on prend l'exemple de Nabokov, qui, à partir d'un certain moment, se sent plus ou moins obligé d'écrire ses romans en anglais, il ne va pas sans dire qu'il regrette beaucoup sa langue russe et qu'il trouve qu'il y a certains aspects qui sont intraduisibles. Et donc ça pose effectivement le problème des limites de la traduction. Donc tous ces exemples me permettent de détecter ces mouvements psychiques, ces processus inconscients occasionnés par ce contact avec la langue de l'autre, soit comme refuge, soit comme repoussoir. Alors, maintenant, peut-être je vais donner des exemples plus pédagogiques par rapport aux enseignants que j'ai observés et aux enseignants avec qui j'ai eu des entretiens. Il s'agit souvent d'enseignants qui sont migrants eux-mêmes, donc qui enseignent le français ou l'allemand alors qu'ils n'ont pas eux-mêmes cette langue comme langue maternelle. Et donc qui ont par rapport à la langue du pays d'accueil des stratégies très différentes. Donc je vais parler d'abord d'Olga, qui est une émigrée russe qui enseigne déjà depuis 20 ans l'allemand en Willkommenklassen à Berlin. Elle met l'accent sur la grande différence entre son rapport avec la langue du pays d'accueil et son rapport avec la langue maternelle. Elle aussi recourt à des métaphores sculpturales. Car la langue étrangère, donc l'allemand pour elle, est un matériau à construire. Alors que le russe induit une image de fluidité dans la langue maternelle. La métaphore du bain sonore appelle chez elle une sensation de quelque chose qui coule de source, une sensation d'immersion dans la manière d'être plongé, de nager dans la langue maternelle, de se laisser porter par la langue comme dans le cours d'un fleuve. Ce qui l'amène à affirmer sa place importante de la sensibilité et la conduit à revenir à la langue russe quand elle veut lire de la poésie. Elle dit ne pas apprécier la poésie allemande. Elle est hermétique, sa poésie. Elle ne lit jamais de poésie en allemand, bien qu'elle soit très performante en allemand. Alors, en tant qu'enseignante d'allemand en Willkommenklassen, elle a une approche instrumentale, utilitaire, dans sa manière d'appréhender la langue du pays d'accueil, excessivement rationnelle.
Cela se traduit dans la manière dont elle enseigne l'allemand. Elle a des métaphores d'un registre technique. Il s'agit de malaxer la glaise, de pétrir, de sculpter, de travailler la langue comme on travaille la pâte, de façonner la langue allemande. Alors, pour façonner la langue allemande, quoi de mieux de manipuler de nombreuses fois les prépositions avec leurs occurrences du datif, de l'accusatif, pour savoir les utiliser, les maîtriser. Donc, il s'agit d'une maîtrise de quelque chose de conscient et de laisser à distance tout ce qui est l'inconscient, l'affectif, l'émotionnel propre à la langue maternelle. Für mich Deutsch als zweite Sprache ist immer eine Konstruktion. Donc pour moi, l'allemand en tant que deuxième langue est toujours une construction. Il s'agit donc de dominer, de manier cette langue autre d'un point de vue rationnel, distancié, alors que la langue maternelle reste pour elle inscrite dans le corps. Alors, une autre idée que je n'ai pas encore abordée ici et qui me semble très importante, c'est l'importance du corps, c'est-à-dire ce que Varela appelle l'inscription corporelle de l'esprit. Et si on voit que, qu'est-ce que fait le corps dans la langue? Le corps dans la langue, c'est qu'il y a les sons, il y a la phonation, il y a ce que je ressens. Là, le fait que, intimement, quand je parle une langue, j'ai l'impression que j'habite la langue et qu'il y a des mots qui viennent comme ça, parce que c'est ça ce qu'il faut dire. Donc, il y a là une inscription corporelle de l'esprit et cette place du corps, on va voir que pédagogiquement, l'aborderai plutôt dans la deuxième partie, pédagogiquement va amener ce qu'on appelle des pédagogies actionnelles, c'est-à-dire je montrerai comment monter des pièces de théâtre, demander à des élèves de d'être acteurs et de monter des pièces va aider à entrer davantage dans la langue. Un deuxième exemple, c'est un exemple également d'une enseignante allemande à Berlin qui s'appelle Ute, qui a longtemps vécu au Brésil, donc qui a une attirance pour les langues autres, qui parle également français, et elle insiste beaucoup sur les liens affectifs qu'il faut développer dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Et par exemple, son importance de l'imaginaire l'a conduit à emmener ses élèves migrants, afghans, syriens, égyptiens, africains, turcs, etc., les amener aux séances de cinéma à la Berlinale, de faire de développer l'importance de l'imaginaire en donnant des thèmes à étudier comme l'insularité, comme le voyage. Donc, elle veut aussi valoriser les langues orientales ou anciennes. Elle les envoie visiter au Pergamon, c'est-à-dire le grand musée à Berlin, sur tous les monuments du Moyen-Orient. Maintenant, du côté français, bien, je peux parler d'une enseignante de l'école primaire en UP2A qui est d'origine marocaine, mais qui me dit dans un entretien que dans les années 80, quand elle entrait à l'école primaire, on a la directrice ou les enseignantes ont demandé à sa mère de ne parler que français à la maison. Elle insistait beaucoup sur l'acquisition parfaite du français et dans son discours, on voit qu'elle apporte un jugement très valorisant sur le français. Elle aime beaucoup, elle parle uniquement oralement la langue arabe. Elle dit qu'elle ne connaît pas l'arabe écrit. Elle aime beaucoup la littérature française, elle cherche beaucoup elle lit beaucoup de romans français et en cherchant à faire apprendre cette langue étrangère, pardon, voilà,
cette langue étrangère, en faisant apprendre cette langue étrangère aux élèves de sa classe, j'ai été frappée par le tableau qu'elle met dans sa classe sur les sons. Ce qui m'a frappé, c'est l'énorme complexité du français. Moi, ma langue première étant le français, je n'aurais pas. J'ai découvert cette difficulté à la fois, à la fois des sons et de la combinaison des voyelles et des consonnes qui donne quelque chose d'excessivement complexe, à la fois dans la prononciation, dans l'écriture, et où elle aide elle insiste beaucoup sur les couleurs, elle aide aussi d'une manière iconique, d'une manière picturale, ses élèves à maîtriser peu à peu toutes les nuances de la prononciation et de l'écriture de la langue française. Donc, ce qui, un autre aspect à travers cet exemple du plurilinguisme et du problème du rapport à la langue de l'autre, c'est justement ce passage aussi de l'oralité à l'écriture. Et alors que je suis de langue française, je n'avais jamais jamais perçu à ce point la difficulté, la complexité de la langue française, bien que je sois très à l'aise dans la langue française et dans son écriture. Et je me suis rendu compte de la complexité que peut avoir l'entrée dans la langue française écrite, la complexité que peut ressentir des élèves devant cette langue étrangère. La dernière chose qui est importante avec cette enseignante, c'est qu'elle me dit, qui participe depuis 2 ans à notre recherche, c'est que avant, elle s'interdisait de parler arabe à ses petits élèves qui étaient soit afghans, soit syriens, soit égyptiens, soit maghrébins. Et que depuis qu'elle appartient à notre recherche, elle ose parfois parler en arabe pour aider davantage tel ou tel élève qui n'avait pas très bien compris un terme. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois des survalorisations d'une langue sur une autre et que la prise de conscience de cette hiérarchisation implicite prend souvent beaucoup de temps pour surmonter ces hiérarchisations, ces valorisations. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ma propre expérience personnelle. Mes grands-parents maternels sont du Roussillon et j'allais en vacances dans un petit village qui parlait catalan. Los Mazos, c'est près de Prague. Et mon grand-père, qui était instituteur et directeur d'école, formé à l'école normale, commissaire de la République, genre à l'école de Jules Ferry, n'a jamais voulu que j'apprenne le catalan. Et j'ai mis très longtemps à comprendre, parce que toutes mes camarades parlaient catalan, mais elle s'est forcée de parler français encore. Et moi, je suis totalement inculte en catalan et en espagnol d'ailleurs, et je le regrette beaucoup bien après coup, parce qu'au départ, je n'ai pas pris conscience du tout quand j'étais enfant et adolescent de cette hiérarchisation. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces aspects métaphoriques de la langue, ces dimensions rationnelles, affectives, symboliques, imaginaires, qui témoignent à la fois de l'ancrage culturel, historique de la langue, mais aussi de son inscription corporelle et inconsciente. Alors, oui. Alors maintenant, je fais en grand 2 ce que j'appelle l'expérience transitionnelle. Comment, dans cette rencontre avec la langue de l'autre, se déploie une expérience transitionnelle? D'abord, reprenons sur cette transition qui vient du caractère à la fois collectif et individuellement enraciné en chacun de nous d'une langue
qui assigne à la langue une fonction de réceptacle singulier et socialement transversal, qui contribue à faire du locuteur un membre d'une collectivité. Pour gérer ces rapports dans ses interactions avec autrui, où il doit régler les normes et les habitudes conversationnelles, où il doit respecter les us et coutumes d'une société. Donc, la langue de l'autre s'avère être un lieu de transition multiréférentielle. Transition entre les premiers objets originaires et les investissements ultérieurs socialisés dans un autre cadre culturel. Transition entre ce qui est familier et l'étrangement autre, ouvert sur un autre rapport au monde. Or, ces frontières, ce passage d'un monde à un autre, ces frontières sont linguistiques, certes, mais il y a des frontières physiques, il y a des frontières émotionnelles, affectives, il y a des frontières au niveau de l'histoire personnelle. Frontières, passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, pendant leur intégration scolaire. C'est-à-dire, là aussi, on l'a souvent dit, leur rapport à la langue n'est pas du tout le même pour un enfant de 7-8 ans et pour un adolescent de 15 ans, etc. Donc, la transition se fait à deux niveaux. Cette transition se fait à deux niveaux. Premier niveau, la langue m'apparaît comme un objet transitionnel, c'est-à-dire une transition entre ce qui est vécu, exprimé. Gori, qui est un psychanalyste, parle d'un ancrage transitionnel du langage dans la mesure où la forme sonore des mots peut servir de réceptacle aux affects. Par exemple, Forte et le Da du petit-fils de Freud, et aider à contenir un vécu traumatique ou douloureux, renvoyant ainsi à une réalité interne. De ce fait, dit-il, le mot peut être plus ou moins chargé de valence subjective ou objective. Donc, pour l'enfant, l'accès au langage au sein de l'environnement familial permet la transition d'une réalité interne à une réalité externe. C'est ce qu'on appelle, si je dis que la langue est un objet transitionnel ou offre un espace transitionnel, ça veut dire, ça reprend la définition même que Winnicott appelle de l'objet transitionnel. L'objet transitionnel chez Winnicott, c'est par exemple le doudou. Hein. Or, la langue, c'est aussi cet objet transitionnel. C'est-à-dire, c'est à la fois un objet donné par l'environnement familial, et créé, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui se l'approprie, qui se le donne, et participe donc, et cet objet participe à la fois de la réalité interne et de la réalité externe. Bakhtin lui-même insiste également sur le rôle de la langue maternelle comme principe d'émergence de l'individu. Voilà ce qu'il dit, la langue maternelle n'est jamais acquise par les individus, c'est en elle et par elle qu'a lieu leur premier éveil. Donc je dirais que c'est avec la langue d'origine, la langue première, qu'advient le sujet. C'est donc là la première transition de la réalité interne à la réalité externe et de la réalité externe à la réalité interne. La deuxième transition, c'est le passage d'une langue à une autre, transition souvent douloureuse, vécue comme rupture, comme crise, comme discontinuité. Cette épreuve transitionnelle est épreuve souvent d'une rupture avec sa langue et sa culture d'origine, mais est également tentative pour faire advenir l'accès à une autre langue, à une autre culture. Je me réfère ici à René Caès, qui est aussi en psychologie psychanalytique, qui définit la transitionnalité comme l'aménagement d'une expérience de rupture dans la continuité. En effet, face à cette situation de crise provoquée par la rupture, celui-ci propose d'aménager
un espace transitionnel susceptible d'assurer une continuité dans le sentiment d'exister face à l'altérité. Qu'est-ce que c'est qu'aménager un espace transitionnel? C'est mettre un cadre sécurisant, favorable, pour favoriser ce passage à la culture de l'autre et donc utiliser différentes médiations qui peuvent être par exemple des médiations groupales, travail en petits groupes, qui peuvent être des médiations instrumentales, par exemple écrire un texte soi-même en groupe pour le jouer au théâtre. Donc, devant cette situation paradoxale de devoir quitter sa langue maternelle tout en la conservant pour se plonger dans une autre langue qui va devoir devenir sa langue quotidienne, il s'agit d'étudier comment les enseignants cherchent à créer un tel environnement, un environnement favorable, un environnement incitatif. L'importance du climat de la classe, grâce en favorisant beaucoup d'interactions entre les élèves, peuvent développer un réseau de relations identificatoires, peuvent s'appuyer sur des objets intermédiaires, sur des lectures qui favorisent l'imagination, sur des activités artistiques ou ludiques. Je me réfère de nouveau à Roland Gori, qui dit que l'acte d'énonciation s'inscrit fondamentalement dans une situation intersubjective. C'est entre deux, entre un locuteur et un interlocuteur, que se joue ce rapport à la langue de l'autre. Je cite, l'acte de parole est toujours cet entre-deux de la subjectivité et de l'objectivité, du principe de plaisir et du principe de réalité. Donc, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se joue d'agréable, mais aussi parfois d'étrange dans ces situations d'interlocution? Et pour surmonter cette étrangeté, l'activité médiatrice de l'enseignant qui va introduire un certain nombre de médiations pour aider cette transition me semble important. Alors là-dessus, par rapport à cette problématique générale, je vais donner quelques exemples. Il vous reste une dizaine de minutes. Ouais. Bon, alors je vais parler d'une enseignante qui donne à sa classe le collège Cosmos, pour que ses élèves ne se trouvent pas isolés, pour que les autres élèves du lycée valorisent le plurilinguisme. Elle veut donner à la classe un nom particulier, donc ses élèves acceptent. Elle avait proposé Babel d'abord, mais tout le monde s'entend sur le cosmos. Alors, je vais parler là de me référer à une autre enseignante qui propose un exemple. Il s'agit de ce tableau à double entrée, n'est-ce pas, où en français est devoir d'apprendre la négation. Donc, vous avez sur le tableau, le français, il est médecin, et de faire la phrase, il n'est pas médecin. Donc, elle a, dans la colonne de gauche, mis l'ensemble des langues anglais, arabe, bengali, chinois, espagnol, tamoul, turc. Elle a mis les langues qui apparaissent chez ses élèves, et elle a demandé à chacun dans la feuille vide de remplir ce qu'il en est. D'où après une confrontation du côté des compétences métalinguistiques, mais c'est parce que, et la différence d'une langue à une autre sur l'usage de l'égalisation, mais c'est pas tant ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'après, ça a été la curiosité et le désir de tous les élèves de remplir leur propre tableau, faire remplir leur propre tableau par les autres. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est pas seulement l'aspect
grammatical qui m'intéresse, c'est ce désir qu'ont eu tous les élèves de la classe à faire remplir leur propre tableau par les autres élèves. Et donc, l'enseignante a dit, bon, ben, allez faire votre marché, c'est-à-dire pendant 20 minutes, chacun a couru d'une table à l'autre pour que chacun remplisse, que chaque élève bengali, chinois, turc, etc., tamoul. Or, il est bien clair que aucun, par exemple, chacun avait besoin de l'autre. C'est cette interréciprocité qui me semble très, très intéressante, n'est-ce pas? Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est donc la diversification de ces points d'entrée dans la tâche, voir qu'il y a non seulement des compétences métalinguistiques, mais des dimensions symboliques, des dimensions rationnelles, mais des dimensions affectives, des désirs de découvrir également des écritures autres, des mondes culturels autres. Alors, je voudrais terminer un autre exemple. Ah, pardon. Voilà. C'était les médiations artistiques, hein, c'est-à-dire l'intérêt de monter un spectacle de théâtre avec les élèves du PE2A en lycée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'enseignant, pendant 3 mois, a d'abord mis les élèves en groupe de 4, évidemment plurilingue, mais il a fallu construire ces groupes. C'est important parce qu'il fallait qu'ils s'entendent, etc. Il leur a permis de construire des scénettes, de construire leurs propres textes. Il les a aidés linguistiquement à enrichir leurs textes. Ils ont appris par cœur, etc. Ils ont joué. Ici, vous avez l'appel au spectacle. Et moi-même, et je terminerai par le verbatim, et moi-même, j'ai fait des entretiens de groupe avec ces élèves qui vous montrent comment cette expérience leur a permis à la fois d'acquérir une fluidité plus grande de leur rapport au français, l'intonation, une meilleure sécurité d'utiliser les expressions françaises dans un contexte précis. On a senti que quand les gens font au théâtre, on exprime du sentiment. Avec le théâtre, j'ai davantage la mémoire des mots. J'utilise les mots dans la vie quotidienne. C'est affreux, là. Oh, la pauvre, etc. Ils avaient vraiment l'accent. Donc, en jouant, on a appris à parler avec des manières, avec des gestes, le corps. J'accompagne le discours avec des gestes. Ça, c'est aussi, on voit bien comment il y a des inscriptions corporelles. Donc, je n'ai plus peur de parler français, juste parler français. Mais les gens me corrigent si je fais une phrase. On ose faire des erreurs, les gens me corrigent. Donc, on voit que cette pédagogie actionnelle a permis de changer un rapport à la langue. Eh bien, en conclusion, je vais dire que si l'expérience transitionnelle implique toujours un recours à différentes médiations. D'abord, des médiations sémiotiques, comme dit Lev Vygotsky, c'est-à-dire des médiations instrumentales à travers des tableaux à double entrée, à travers des textes, des récits de vie, des expériences plurilingues. Des médiations groupales, où il s'agit de créer un environnement sécurisant en favorisant des interactions entre élèves, les alternances entre petits groupes, grands collectifs et collectifs de travail, des médiations temporelles avec des extensions en différentes étapes en vue d'un objectif final symbolisant l'activité d'un collectif de travail plurilingue. Enfin, l'enjeu d'une posture réflexive qui implique une posture réflexive implique toujours une intersubjectivité, c'est-à-dire la nécessité d'un détour par l'autre. C'est, en ce qui me concerne, le contexte de la recherche-action qui réunit des individus de statuts différents, enseignants, chercheurs, élèves plurilingues. J'insiste beaucoup sur cette hétérogénéité statutaire.
hétérogénéité linguistique, hétérogénéité épistémologique. Par exemple, nous n'avons pas du tout les mêmes références épistémologiques entre chercheurs allemands et chercheurs français, et ceci donne lieu à un certain nombre de discussions. Hétérogénéité institutionnelle également. L'éducation nationale française n'a rien à voir avec le ministère de l'éducation allemande, fédérale, et donc la bureaucratie de l'un et de l'autre, et donc qui nécessite de co-construire ensemble un collectif de travail à travers des activités qui mobilisent des savoirs incorporés, des pédagogies de projet, des pédagogies actionnelles. Et je terminerai en posant une question à laquelle je ne réponds pas et qui est une suite de recherche pour moi. En quoi l'enseignant UPE2A, en quoi l'enseignant en général peut-il prendre conscience de sa langue maternelle comme langue étrangère, c'est-à-dire en enseignant sa propre langue maternelle, en quoi celle-ci peut devenir une langue étrangère, c'est-à-dire comprendre ce qu'il y a d'étrange dans sa propre langue. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Attendez, il y avait le. Merci la beaucoup. biographie. Enfin, bon. Oui, on la transmettra. On la transmettra. Voilà. Alors, nous sommes juste dans les temps. Je pense que voilà, nous pouvons remercier chaleureusement Madame Montandon pour cette intervention extrêmement inspirante. Est-ce que nous avons peut-être une minute pour prendre une question? Attendez. Alors, vous venez de donner l'exemple d'une maîtresse qui enseigne le français. Donc, c'est Nancy qui pose cette question, mais qui a parlé avec quelques élèves en arabe. À votre avis, est-ce faisable ou doit-elle toujours parler en français, même si ce n'est pas leur langue maternelle et qu'ils ne comprennent pas? Eh bien justement, c'est ce que dit cette enseignante. Elle dit que pendant plusieurs années, elle s'interdisait de parler arabe et que elle avait intériorisé cet interdit et que depuis 2 ans, en voyant comment se passent nos interactions entre chercheurs, entre français et allemands, avec les difficultés parfois qu'on a de comprendre, de traduire l'autre, comment elle est arrivée parfois à outrepasser cet interdit qu'elle se donnait à elle-même et qu'elle s'autorise maintenant parfois, pas toujours, mais devant une situation peut-être d'anxiété ou d'angoisse d'une élève de 7-8 ans qui ne comprend pas le français, elle lui parle momentanément, pas tout le temps, mais momentanément en arabe pour l'aider à mieux comprendre. Donc, je ne donne absolument pas, il n'y a pas de règle, je ne sais pas. Je dis simplement que là-dessus, tout ça dépend d'une histoire réflexive sur ses propres rapports à sa langue maternelle, à ses langues étrangères, et à ce qu'il y a d'étranger en soi-même. Quelle est ma proximité avec ce qui est étranger? Alors voilà, Lydia vient de dire que ce que vous dites lui parle beaucoup. Et l'ensemble des participants vous remercie chaleureusement. Merci. Merci à tous. C'est très intéressant. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Voilà, on est tous heureux. On est tous sous le charme. Merci à tous d'avoir assisté à cette intervention. La prochaine intervention sur le fil rouge et le plurilinguisme aura lieu en janvier. Le questionnaire reste ouvert pendant toute la durée du fil rouge si vous souhaitez ensuite vous inscrire au fur et à mesure. Merci infiniment et une très bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir.